OK. OK. Oui. OK. Je n'ai pas entendu. OK. 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 Ça, c'est vous connaissez, étudiant en ingénierie de système et réseau. OK. Ça recommence. Étudiant? OK. OK. Je n'ai pas entendu. OK. Moi, c'est Sylvie Mameri, gestionnaire de projet. Hassan Kelenboni, sociologue, analyste financier. OK. Pardon? OK. OK. C'est fini? Oui. Là-bas? Oui. Ingénieur général et environnementaliste. OK. Graphiste designer, publication assistée par OK. Oui. En quoi? OK. Oui, c'est le tour de la table. Oui, mais les autres qui sont là. Oui. Monsieur, vous vous présentez. Moi, c'est Kraté Reba. OK. C'est Youssouf Sagali, OK. coordinateur du SIDA, organisateur. OK. Monsieur? Moi, c'est Ibrahim Osso, détenteur de licence. OK. D'accord. Il y a Fatmata Nimaga que vous connaissez déjà. Oui, mais. Nimaga, c'est présent. Nimaga. OK. Khadija, tu te présentes. Bonsoir. Comment va? Moi, c'est moi, il y a un membre de l'autre. Fanta. Moi, c'est Fanta Bali, la Gagné? Vous dites gagné après. Non, faut te présenter. Bonsoir à tous. Et déjà, pour le partage, on ne dit pas moi, c'est préférable de dire je suis Gagné Traoré. Merci. Gagné Traoré tout court. Mariko. Moi, c'est Drissa Mariko. Je suis ingénieur en système d'information avancé. Merci à tout le monde. Je me représente. Je suis Assistant Diallo. Par rapport à ma base professionnelle, j'ai une licence j'ai une maîtrise en psychopédagogie
une maîtrise en sociologie, un PhD en sociologie et études du genre, un master en démographie sociale. Maintenant, dans la pratique, j'ai 3 chapeaux. Je suis consultante en genre et développement et puis tout le reste par rapport au développement. Je suis la présidente d'une association qui s'appelle AFAR du Mali, Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. C'est un grand réseau panafricain qui a été créé en 1977, qui est basé à Dakar, et nous, c'est le chapitre du Mali. J'ai un autre chapeau, je suis chercheur féministe. Voilà. Et puis ces autres chapeaux, je suis épouse et mère. Donc, cela dit, comme j'ai été impressionnée par vos présentations, je commence par mon anecdote par rapport à l'informatique. Donc, j'ai fait ma première formation ici à l'École normale supérieure du Mali. Je vais aux États-Unis pour mon premier master et je suis confrontée à une grosse machine avec des cartes et des trous. Et ça, c'était dans la salle informatique. À côté, la salle de réseau, c'était 2 grandes armoires métalliques. Et on nous expliquait qu'on est connecté à ceci. Et puis après, nous avons, mon mari et moi, acheté notre premier ordinateur comme ça. C'était en 82. C'était Texas Instruments. Et c'était un petit ordinateur. Le clavier prenait l'ascendance sur tout l'appareil. Donc, j'étais très mystifiée par l'informatique. Mais aux États-Unis, ce n'est pas comme ici. On n'est pas forcément scientifique quand on fait de l'informatique. L'informatique rentre dans presque toutes les formations, qu'on fasse la théorie de la sociologie ou bien qu'on fasse après l'analyse des données démographiques, on a toujours recours à l'informatique, mais pas à la programmation jusqu'au niveau où on fait par exemple son doctorat. On prend des cours de programmation des données pour l'analyse. Mais le côté mécanique m'impressionne toujours. Vous m'impressionnez. Surtout quand je vois des jeunes dames qui font ça, c'est un plaisir immense pour moi. Un petit détail, elle est également la femme de notre famille, tonton Yam, Amadou Yam Diallo, le père fondateur de l'Internet au Mali. On n'a pas dit ça. En général, en tant que féministe, je ne m'identifie pas par mon mari. Je ne dis même pas Madame Diallo, mais c'est un plaisir d'être son épouse quand même. J'en suis très fière. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de citoyenneté numérique. Et dès qu'il y a le mot numérique, on se dit, c'est presque tout le monde au Mali maintenant, et tout le monde est dans le numérique. Tout le monde, à la grande surprise, on voit nos aides ménagères qui ne peuvent pas faire une seconde sans leur smartphone. Celui qui vient ramasser les ordures à son smartphone. Bien sûr, celui qui doit livrer les marchandises et qui pousse les katakatani. La vendeuse de poissons pour ne pas manquer les clients. Donc, ça, c'est déjà le monde illettré qui, normalement, on se dit, ne connaissent rien à l'informatique, mais sont des bons usagers. Moi, quand j'ai des problèmes avec mon smartphone, ou bien je veux avoir des
des morceaux de musique sur ma carte mémoire, c'est mon aide ménagère, elle est très forte. Avant ça, c'était notre petite fille qui connaissait bien le téléphone plus que nous. Ça, c'est au niveau du téléphone, mais c'est pour dire que nous sommes tous citoyens numériques. Mais qu'est-ce que c'est la citoyenneté? La citoyenneté, tout, c'est quoi? Oui? Selon moi, c'est le fait d'appartenir à une société, un groupe d'appartenance. Un groupe d'appartenance à quoi? À un État, à un pays. Mais qui appartient? C'est qui? Vous parlez de qui? Une personne. Une personne. Et quoi d'autre? Des individus. Ça peut être une personne, ça peut être une famille, ça peut être un groupe. Hein? Quelle est la différence avec la nationalité? Vous avez dit c'est le fait de, n'est-ce pas? La nationalité. Qui appartient? Cette fois-ci, c'est l'individu, une personne dans son rapport par rapport à l'État. Hein? Et donc, on est reconnu comme citoyen malien, citoyen sénégalais, américain. Sur quelle base? Les documents d'état civil. Et puis quoi d'autre? Mais aussi la résidence. Il y a aussi ça. Mais c'est le fait d'une compréhension partagée qu'on appartient à un espace réel, qu'on visualise sous forme d'état, de famille, de tout. Alors, quand on dit citoyenneté numérique, c'est par rapport à quoi? Comment est-ce qu'on sait qu'on est des concitoyens numériques? Parce que là, la citoyenneté par rapport à la nation, à l'État, on pense à des documents civiques, on pense à des droits et des devoirs qui sont, et on pense même aux limites fixées par l'État, quand est-ce qu'on est majeur, pas majeur, etc. Mais quand on dit qu'on est concitoyen numérique, ça veut dire quoi? Oui? Je pense que les gens ne voient pas bien. Oui, ça a toujours été comme ça. Ils sont adaptés. Ou bien peut-être au lieu du jaune, le blanc, je ne sais pas. Bon. Ils peuvent lire un peu. Oui, mieux aussi. Que quelqu'un dise. Non, d'abord, essayez de répondre comme ça. Oui? Tu viens de manger. Mais de façon terre à terre. Quand je dis que moi et mon aide ménagère, on est concitoyennes, voilà, on est dans la pratique numérique. Nous, de façon encore plus terre à terre, nous sommes happés, toutes les deux happées par cet environnement virtuel, digital. On est dans la pratique numérique. Ça, c'est de façon terre à terre. Mais le fait qu'on appartienne à ça, on se dit, parce que ce n'est pas un État, ce n'est pas la nation. Il y a un mot-clé, vous qui êtes des experts, c'est quoi? Cyberespace. C'est par rapport à cette dénomination de cyberespace. Hein? Alors que l'autre, c'est encore plus macro, on pense à l'État, n'est-ce pas? On pense à la nation. Et là, c'est encore plus restreint, très actif, sûrement,
et on est dans la cité. Moi, j'ai une boutade, je dis très souvent que s'il y a un élément de démocratie réelle dans notre environnement, c'est bien la nouvelle technologie. La nouvelle technologie nous met presque sur le même pied d'égalité. Moi, j'ai des millions, elle n'a que peut-être 20 000 francs, mais par rapport à ça, on peut trouver, chacun peut trouver son compte, que l'on soit riche ou pas, que l'on soit âgé ou jeune, très jeune même, que l'on soit sur d'autres bases d'identifiants. Ça a démocratisé un peu nos pouvoirs d'acquérir l'information, de donner et partager l'information à tous les niveaux. Donc maintenant, quelqu'un peut lire rapidement. Introduction. La citoyenneté est le fait pour un individu, pour une famille ou pour un groupe d'être reconnu officiellement comme appartenant à un pays. La citoyenneté désigne un statut politique avec des droits et devoirs. L'éruption du numérique dans toutes les sphères de l'activité humaine a produit une nouvelle citoyenneté caractérisée par l'usage du numérique comme lien de communication privilégié entre l'État et les citoyens, la disponibilité des données et informations publiques et individuelles sous forme numérique, le déplacement du débat public dans le cyberespace, un usage différencié sur la base des caractéristiques personnelles. Entre parenthèses, on a âge, sexe, niveau d'instruction. Les inégalités générationnelles et de revenus. La petite introduction met le point sur 3 éléments. C'est quoi? L'usage Sur quoi? Tout le monde a accès, mais les bénéfices peuvent varier selon l'usage qu'on en fait. Si, par exemple, vous regardez ma pratique numérique, vous allez voir que j'utilise le numérique pour, par exemple, avoir accès à des livres et pour suivre des cours e-learning, mais aussi pour le TikTok, pour la musique, sûrement pour WhatsApp, pour communiquer, selon mes besoins et selon mes capacités de consommation de tout ce qui est offert sur le net, n'est-ce pas? Donc, c'est à peu près une citoyenneté diversifiée et active. C'est ça que je veux faire souligner ici. OK. Ensuite, ça c'est rapidement. Vous pouvez en ajouter. Qui veut lire ça rapidement? Les pratiques numériques. Les pratiques numériques. Il existe un grand nombre de pratiques numériques via l'Internet, les réseaux sociaux, les pétitions en ligne, le vote électronique, l'affiliation numérique à un candidat ou à une organisation politique, l'organisation d'actions militantes par des plateformes, etc. OK. Où est-ce que vous vous situez dans cette pratique la plupart du temps? Vous êtes où? Les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se limitent qu'à ce premier niveau? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu recours à ces autres pratiques? Par exemple, les pétitions en ligne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des pétitions en ligne? Oui, bien sûr. Mais les pétitions, c'était... Qui a dit oui? Oui, c'était quelle sorte de pétition?
pas bien entendu. Une pétition pour dissoudre l'IAM à cause des armes militaires au milieu universitaire national. Là, ils ont lancé la pétition avec les étudiants si il était nécessaire ou pas que l'IAM reste dans Et la finalité, c'était quoi? la finalité, quand on avait pu obtenir maintenant le maximum, on allait soumettre ça maintenant au niveau des autres. En tant que citoyen, qu'est-ce que vous avez fait en participant à la pétition en ligne? J'ai participé à l'amélioration, en quelque sorte, du milieu universitaire dans mon pays. Voilà, de l'amélioration du système éducatif dans le pays en tant que citoyen. Vous avez vu ça comme un devoir citoyen, n'est-ce pas? Qui veut donner son exemple et puis faire l'analyse? Qui a fait une pétition en ligne? Une autre personne? Oui? C'était dans le cadre d'une campagne de sensibilisation, des informations et des informations. OK. Et donc, c'était avec quel chapeau? C'était quelle finalité vous recherchiez en tant que citoyen? C'était vraiment pour participer donc, dans l'engagement communautaire. Parce que j'avais eu à suivre dans ce cas-là. OK. Donc, en tant qu'action citoyenne, c'était quoi? L'objectif principal, c'était de sensibiliser. Pour aboutir à quoi? Pour aboutir vraiment à plus ou moins ainsi que la majorité des personnes puissent vraiment bien surfer sur les dégâts sociaux en se protégeant contre les faits. Donc, la finalité, je peux voir ça en deux aspects. Premièrement, pour améliorer l'usage, mais je vais encore plus loin dans ma citoyenneté. C'était comme un devoir de veille, n'est-ce pas? De veille citoyenne, n'est-ce pas? Bon, qui peut prendre un autre exemple? Vote électronique ou bien action militante par des plateformes? Oui? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? C'était avec l'école UNESCO. La coordination de l'école UNESCO avait les deux n'en ont pas. Et en tant que citoyen, on commençait à utiliser ce genre de message, même des recrutements sur Internet via les réseaux sociaux. Avec une bonne capacité d'analyse, on se rend compte que c'est quelque chose de pas mal. La fédération et la coordination sont deux institutions sociales. La coordination se permet de les aider à répondre à la haine chez les gens. Ça pourrait apporter d'autres. Déjà que aucun des deux parties n'a vraiment une base solide pour vraiment écrire leurs arguments, même quant à ce qu'il est. C'est pas. OK. Donc, la finalité. OK. Et c'est quel type de devoir que vous vous êtes donné ainsi? Devoir de transformation, devoir de mobilisation, devoir de préservation des normes et valeurs. C'est quelle sorte de rôle que vous vous êtes donné? Voilà. OK. Donc, le renforcement des normes, des valeurs. Merci. Maintenant, les TikTok. Qui
Qui est dans le TikTok et pourquoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça amène en tant que citoyen? Il faut parler de façon... Il n'y a que l'excès qui est nuisible. Donc, le TikTok, vous êtes dans le TikTok pour... Oui. Moi, je suis dans le TikTok pour faire la promotion des titres. Donc là, je poste souvent des vidéos sur l'actualité informatique, des innovations, sur des informations. Je dis que le TikTok peut être un moyen d'apprendre, de se former, plutôt que strictement un moyen de... OK. En finalité, en droit et devoir citoyen, c'est quoi? En droit et devoir citoyen, c'est aider la jeunesse à se familiariser dans le domaine des titres, que vous soyez informaticien ou pas, que les gens puissent comprendre certains concepts. Je cherche à initier, aider les gens à apprendre à travers. À renforcer les capacités de la jeunesse. Et en faisant ça, vous êtes en train de faire quoi pour le pays en tant que citoyen? En tant que citoyen, on peut dire que je contribue un peu à la recherche scientifique, même si c'est un peu. Pardon? Je contribue un peu à l'amélioration de la productivité de la jeunesse. Parce que plus on apprend des choses, plus on est. Donc, vous êtes en train d'investir dans le futur du pays en tant que citoyen. Moi, je suis dans le TikTok et je regarde Joko. Hein? Vous vous dites, mais pourquoi? Eh bien, moi, je suis sociologue. Hein? On fait des scénarios sur les pratiques de discrimination. On me montre des structures familiales, la dynamique des ménages. Donc, je m'amuse aussi. Mais à travers le plaisir que j'ai, je me rappelle qu'un jour, mon fils est venu. Toi aussi, tu regardes ça? J'ai dit oui, ça dépend de ce que je veux en faire. J'ai porté mes lunettes genre pour avoir le plaisir. Je ne regarde pas ça comme ça. Je regarde en me disant, ah, tu as où t'as rêvé? Et voilà, on a mis le doigt sur ça. Hein? Ou bien, ah, tiens. Voilà pourquoi on dit que les femmes aiment la polygamie. Parce que, est-ce que vous voyez? Ça dépend de comment vous regardez. Vous venez avec quelle intention? Ça peut être sûrement, je n'aime pas mon quotidien, je veux casser mon quotidien, je regarde, je me vide la tête avec ça, hein? Je me relaxe. Ça peut être ça. Donc, je peux mettre ça dans le devoir citoyen de me reconstruire pour avoir plus de force et affronter mon quotidien. Ça, c'est si je reste au niveau micro de ma personne. Mais chaque pratique de numérique peut être quelque part connectée à notre devoir et droit citoyen. C'est le point que je veux faire. Est-ce que ça passe? Ça passe? OK. Maintenant, ah non, je suis revenue en arrière. On a un peu touché à ça. Quelqu'un va nous lire ça rapidement. La citoyenneté numérique et les citoyens numériques peuvent être vécus comme des personnes capables d'utiliser les outils numériques pour créer, consommer, communiquer et s'engager de manière positive et responsable avec les autres. L'avènement d'une citoyenneté numérique se réalise par l'accès et l'usage de l'Internet, ouvrant de nouvelles possibilités politiques, sociales et économiques aux citoyens. La citoyenneté numérique est ancrée dans la vie quotidienne, personnalisée et appuyée sur les organisations numériques, entre parenthèses ISOC Maritime, et des pratiques telles que la dépendance numérique. La citoyenneté numérique observée à la lumière de mes lunettes genre affiche des rapports de force, l'exclusion des femmes et des abus multiformes. C'est par exemple le fait que je regarde certains théâtres, vidéos, etc.
Qu'est-ce que vous retenez dans ça? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'on n'a pas mentionné avant ici? Mes lunettes, je suis féministe, ça n'étonne pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? La dernière phrase, s'engager de manière positive et responsable avec les autres. Et c'est justement ce que vous avez illustré en parlant de votre usage personnel. Mais l'autre va au-delà de votre usage personnel. Ça vous amène au niveau d'interaction avec les autres, au niveau macro de la société. C'est la possibilité de les nouvelles possibilités politiques, sociales, économiques aux citoyens. Qui peut me donner un exemple de possibilités politiques que le numérique vous a amené, par exemple? Personne n'a voté en ligne, hein? Tout le monde est parti physiquement, n'est-ce pas? Voilà. Et quoi d'autre? Et les résultats de BAC, de DF, hein? Il y a des gens qui n'aimaient pas du tout, parce que c'est trop émotionnel, d'aller voir s'il y a leur nom et de devoir pleurer devant les gens ou de sauter de joie. Dans l'anonymat, on regarde d'abord sa performance avant d'aller s'exposer à la question des autres. Et passera, et ma passera. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a eu cette possibilité de protection de soi, par exemple. Ou bien protection parce que je suis timide, ou bien parce que je suis très compétitive. Je préfère avoir ça. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose d'économique que vous avez eu comme citoyen numérique? Possibilité économique. Oui? Les réseaux sociaux permettent de vendre des entreprises. On utilise à des usages commerciaux. OK. Mais on est en train de personnaliser le débat. Est-ce que vous, personnellement? Personnellement, je ne vends pas, mais j'aide une amie à faire la promotion des habits. Mais ce n'est pas moi, mais je l'aide. OK. Oui? Mm-hmm. Mm-hmm. Le marché virtuel que ça nous offre au Mali est extraordinaire. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques jours seulement, j'ai vu une vidéo où il y a quelqu'un qui est en train de nettoyer les chaises et les fauteuils en laissant les numéros. J'avais besoin de ça. Autrement, j'allais téléphoner à des gens. Est-ce que tu connais des gens qui peuvent nettoyer? Ou bien j'allais moi-même essayer de nettoyer ça. Et je vois ça. Et il y a l'autre, en tant que ménagère très occupée que je suis, quand j'ai vu les vidéos avec des numéros où je peux commander la nourriture, où je peux faire des plats très rapides qui sortent un peu de notre menu habituel de malienne, ça m'a amené des gains économiques parce que ça m'a permis personnellement de faire la cuisine avec moins d'huile, moins de tout ce dont, je ne sais pas, on me met en garde en tant que personne âgée ou personne qui fait de l'hypertension, de ne pas manger trop d'huile, de ne pas faire ceci, cela. Et quand on voit des plats qui nous permettent de changer notre régime, ou bien
donc, moi, je mets ça sur le côté même économique et le côté santé. Donc, en tant que citoyen, on peut faire le marché pour ses besoins spécifiques, que ce soit les besoins de santé, les besoins intellectuels, les besoins de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, c'était un peu ça. Et bien sûr, en tant que féministe, ça me permet, moi, de voir plus d'actualité, par exemple, par rapport aux violences faites aux femmes, je vois plus de récits, plus de détails que je n'aurais pas eu, sauf faire des questionnaires et envoyer des gens sur le terrain. Mais là, ça me donne déjà un avant-goût des questions que je peux porter, des études de cas que je peux mener. Hein? Ensuite, est-ce que j'ai avancé ça là? OK. L'inclusion numérique des plus vulnérables. Il y a une question d'interrogation ici. Comment est-ce qu'on peut participer à l'inclusion numérique des plus vulnérables et qui est-ce que vous voyez en plus vulnérable? D'ailleurs, OK. Je dois finir quand? Faut pas que... À 15h30? On a commencé à 14h? À 14h30. OK. Donc, j'ai 30 minutes seulement. Donc, vous avez 1 heure. Ah, j'ai 1 heure encore. Non, OK. pas encore. Ah. 30 minutes. Presque 30 minutes. Oui, c'est ça. OK. D'accord. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que je vais aller plus vite. Rapidement. Les vulnérables, vous pensez à qui? Qu'on doit, à vous-même. En tant que, quelle catégorie de citoyenne vous êtes, qui fait que vous êtes vulnérable? Jeune, célibataire, hein? Même marié, employé, pas employé. Montrez-moi, décrivez-moi votre vulnérabilité. Jeune citoyenne. Oui. Non, ça peut être marié, allez-y. La vulnérabilité, là, c'est ça que je veux. Là, on est sur à certaines passions qui poussent à certaines conditions. Comme par exemple, quand tu es sur ton rapport, si tu ne fais pas attention, tu vas même dire que tu as un examen, mais genre, tu vas continuer à l'être. Tu deviens dépendant. On va arriver à ça rapidement. À 40 minutes, OK. C'est-à-dire, oui. De mon point de vue, l'inclusion, hein, le mot-clé ici, c'est l'inclusion. Ceux qui sont le plus mis à côté par rapport au numérique, déjà, c'est ceux qui habitent dans les villages, qui n'ont pas un accès à ces infrastructures de connexion. Parce qu'on ne peut pas parler de numérique, de digitalisation, s'il n'y a pas un accès déjà à ces réseaux-là. C'est ça. Est-ce que les appareils sont toujours hors de portée pour la majorité des Maliens ou bien ça commence à être plus accessible? Ça dépend vraiment des zones, mais les choses sont en train d'évoluer petit à petit. Par exemple, nous pouvons voir les zones géographiques du Nord Mali, par exemple. Vu l'insécurité, il y avait beaucoup de zones qui étaient complètement isolées côté réseau. Mais avec, comme on le dit souvent, la montée en puissance de l'armée, on arrive à organiser des missions conjointes avec l'armée pour pouvoir remettre ces zones-là en service pour pouvoir les couvrir en termes de réseau. Right. OK, ça c'est un bon point. Un deuxième point rapidement, par rapport aux vulnérabilités observées. Est-ce que vous pensez que les jeunes sans emploi sont plus à la périphérie de cette dynamique
bouillantes du numérique ou bien sont bien là-dedans? Ou bien, oui? Mhm. Mhm. Et puis par des événements qui se passent sur des Mhm. et qui, si par ici, des uniques et qui ne voient pas des créatifs de la chose, on peut être aller vers et abandonner. Ouais, ouais. Donc, inclure, d'accord, mais jusqu'à quel point et comment? C'est ça. OK. Pour aller rapidement, qui peut me lire ce diapo? Faire disparaître les zones blanches, c'est-à-dire les territoires où la qualité d'accès à Internet est insuffisante. Voilà, il a couvert ça, oui. Cibler les établissements éducatifs et culturels afin de les équiper en ordinateur ou tablette. Là aussi, pour l'inclusion, il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport aux élèves et étudiants. Et je pense que c'est moins un problème dans les établissements privés que dans les publics, n'est-ce pas? Donc, la fracture numérique est grande dans ce sens. OK. Mener des actions en matière de renforcement des capacités des femmes, leur permettant de décrypter et tirer parti de l'environnement numérique. OK. C'est une féministe qui présente. OK. Promouvoir la citoyenneté numérique en réalisant l'égalité des sexes à travers l'acquisition de connaissances et la disponibilité d'alternatives aux normes et valeurs sociales contraignantes. Ouais. Moi, je dis ça en pensant par exemple aux providers. Il y a combien de femmes qui sont parmi? C'est toujours un milieu un peu masculin. Nous sommes plus dans l'utilisation. Voilà. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Le contre-argument, c'est quoi? Parce que je me dis que le monde des providers, étant déjà aussi dans ce domaine-là, c'est un domaine beaucoup plus, où on fournit beaucoup plus d'efforts physiques. Donc, ce serait plus facile physiquement pour un homme de monter sur un pylône, installer des équipements qui étaient plus accessibles pour une femme. Est-ce que c'est vrai ça? C'est pas vrai. Moi, j'ai une nièce au Canada, elle ne fait que ça. Le jour où j'ai vu une dame en pantalon jean devant ma maison monter sur les panneaux là, au Mali ici, j'étais tellement contente. C'est vrai que ce sont des exceptions, mais c'est pas le sexe qui détermine, c'est les opportunités et je sais pas, il y a les opportunités, mais il y a aussi l'autocensure que nous faisons en tant que dames, soutenue par votre argumentation. OK, rapidement, on va... Maintenant, nous sommes dans le numérique et la vie politique. La citoyenneté numérique illustre par excellence le glissement de l'Internet dans la sphère géopolitique. À travers la participation virtuelle à la décision au sein des institutions officielles ou en marge de celles-ci. Exemple, le groupe de travail virtuel de prédiction du Covid. Le contrôle citoyen via à travers les discussions, protestations ou interpellations des acteurs politiques. Le rapprochement du citoyen à la scène politique pour le besoin de se déplacer pour aller. Vous pouvez vous arrêter là. Oui. Par exemple, là, vous avez bien compris pour le deuxième point, hein, le travail à domicile était un mystère pour nous. Non? Ce qui est vraiment typique du Mali, c'est dire aux gens, Matabara Labia, quand tu es à la maison, on se dit que tu ne travailles pas. Et ça a un peu déconstruit ça au niveau des élites, en tout cas.
On a appris à savoir qu'on peut bien travailler étant à la maison et même être payé sur cette base. Au début, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Il y a le Covid, mais il faut faire le travail. Il faut que les gens soient payés à la fin du mois. Donc, on fait le travail à la maison ou bien on doit préparer une mission. Donc, on a appris petit à petit à déconstruire la notion que être à la maison veut dire ne pas travailler. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça en tant que consultant. Je travaille à la maison. Ah, je suis venue te voir. Tu travailles à la maison. C'est-à-dire, maison et travail étaient assez dissociés chez nous. Mais c'est le numérique qui nous a aidés pour ça. Et même sur jusqu'à présent, le e-learning n'est pas beaucoup utilisé chez nous. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut une bourse pour aller étudier à Dakar, aux États-Unis. Tu te dis, mais est-ce que tu as bien regardé s'il y a des cours comme ça qui sont offerts au Canada, au Maroc, qui te donnent vraiment les diplômes, mais à partir d'ici, s'il y a peut-être un présentiel ou deux, mais le reste en ligne. Hein? Ce sont des opportunités qui s'offrent à nous quand on n'a pas les moyens d'aller ailleurs. Et le rapprochement, je disais, moi par exemple, c'était un exemple. Je fais le plaidoyer à l'international. Donc, à partir d'ici, j'ai été invitée à 2 reprises à des sessions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une fois, c'était par rapport au G5 Sahel. Bien sûr, j'étais contre le G5 Sahel. Et en tant que sahélienne, moi, je n'avais pas le billet pour aller là-bas. J'avais le visa pour aller aux États-Unis. Je n'avais pas les moyens. Mais en séance Sénat, je participais à la session. Et j'ai participé aussi à des sessions de l'Union européenne, de la Commission de l'Union européenne, soit en tant que consultante présentant son rapport ou en tant qu'activiste international. Si ce n'était pas pour le numérique, moi, je ne pouvais pas être assis. Et je sais que si on avait le temps, beaucoup d'entre vous allaient me dire comment ils ont eu la chance d'entreprendre certaines activités à distance grâce au numérique. La dépendance numérique. Qui n'est pas dépendant? Qui n'est pas addict ici? Comme mon mari n'est pas là, je vais faire comme ça. Sinon, il allait me dire, toi, tu es addict. Qui n'est pas addict? C'est comme on dit, qui n'a pas son smartphone collé à sa main, même en dormant? Ou qui ne commence pas par le téléviseur avant de mettre l'interrupteur du salon? Et presque tout le monde est addict, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, être dépendant et addict? Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parle-t-on quand on dit que quelqu'un est addict sur le plan numérique? Voilà. Voilà, vous pouvez lire maintenant. Être accro à un ou plusieurs terminaux. L'état addictif est lié à l'utilisation excessive des plateformes numériques. Entre parenthèses, on a télévision, internet, smartphone, tablette, ordinateur et Un exemple de ça maintenant, même pour faire les petits calculs, on ne peut plus. Hein. On sort tout de suite son téléphone ou bien on regarde au bas de son écran pour faire le petit calcul. On a recours trop souvent au numérique et à nos outils et à l'outil digital pour répondre à nos besoins. Le premier réflexe d'un addict, c'est de voir d'abord. En la colonie, c'est ce que j'ai dit. En la colonie, dès qu'on passe à quelque chose, on dit, va dans Google. On commence à discuter, on veut savoir qui a raison, qui n'a pas. Personne ne dit, est-ce que tu as lu tel livre? Va dans Google, tu dois savoir quand est-ce qu'il y a eu les rébellions au nord là, pour la première fois. Va à Google. Hein? On a recours à ça pour trop de besoins. C'est presque devenu des réflexes. Qui continue la lecture? désarroi face à la perte
l'oubli ou le vol d'un de ses appareils. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? C'est-à-dire, quand on est addict, on ne peut pas penser qu'on va faire la semaine. Semaine sans téléphone, semaine sans mon ordinateur. Hein? Hein? Quand l'appareil est volé aujourd'hui, demain on l'achète. Hein? N'est-ce pas? Voilà, comme si on allait mourir. En tout cas, comme si beaucoup de choses vont se passer et je ne serai pas au courant. L'addiction se traduit par le fait que le coût de consommation, entre parenthèses, achat répété de forfaits et d'abonnements à Internet et au Netflix, et le coût d'accès sont complètement. C'est-à-dire, on ne pense plus au coût quand on doit mettre de l'essence dans la mobilette pour le social que le coût des forfaits et puis d'autres accès. Hein? Cela va de soi. Dès qu'on a les notifications là sont les premiers mécanismes d'addiction. Et puis après, l'algorithme fait aussi son boulot. Dès que tu regardes quelque chose une seule fois, on te donne d'autres options. Il y a tout pour nous saouler, si je peux dire ainsi. Ensuite, est-ce qu'on peut être désintoxiqué? Ah, on a allumé là. Il y a un message? Ah, d'accord. D'accord, vas-y. Après, on va mettre. Oui, est-ce qu'on peut être désintoxiqué? Est-ce qu'il y a lieu de se faire soigner pour l'overdose? Hein? Comment? On peut faire ça comment? Je me dis que c'est assez impossible parce que c'est un mal qui nous plaît bien. C'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié, qu'on a affectionné et on n'a pas vraiment envie d'être. D'accord, moi je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous pensez que ça vous fait du mal? Oui, c'est ce qui va avec. Pas que je pense, c'est ça que ça me fait du mal. Déjà, ça m'a obligé à porter des lunettes orthopédiques. Avant, je voyais très bien. Maintenant, avec l'usage de mon ordinateur, je ne peux plus passer le test. Je ne peux pas vraiment voir sans porter de lunettes. Et je pense que de ce côté-là, côté médical, ça me fait du mal. Aussi, côté social, ça m'empêche. Plus je suis proche des gens et plus je suis loin d'eux. C'est un peu ça. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Faut-il se soigner de l'overdose d'écran? Quand je dis écran, il y a tout là-dedans. Il y a téléviseur, il y a smartphone, il y a l'ordinateur. Est-ce qu'il faut se faire soigner? Est-ce qu'il y a lieu? Attendez. Quelqu'un qui n'a pas parlé. Faut-il se faire soigner de l'overdose? Qui pense qu'il est addict? Si vous êtes addict, est-ce qu'il y a lieu de vous soigner? Je crois que tout le monde doit se soigner. Est-ce que vous avez une idée de la des mécanismes, de la façon dont vous pouvez être désintoxiqué? La première pour moi, c'est de dire, imaginez juste que vous dormez et que le téléphone est totalement déchargé. Oui. Donc, vous dormez. Ça passe quand même. Et essayez de juste s'imaginer que si vous ne prenez pas ce téléphone-là, vous n'allez pas mourir. Pour la petite histoire, hein, nous, on a remarqué, mon mari et moi-même, que les imams, on a remarqué, ça ne veut pas dire que tous les imams font ça, n'éteignent pas leur téléphone. On est en train d'écouter le Coran, soit en larmes, en train d'écouter le Coran parce qu'on a perdu quelqu'un ou bien on attend leur téléphone et puis ils prennent. Donc, nous, on a décidé que dans l'exercice, comme dans les réunions sérieuses, on nous dit d'éteindre notre téléphone. À chaque fois, quand il y a Coran, on dit aux gens, attends, que tu as téléphone, mais vous vous rendez compte? Normalement, eux-mêmes, ils disent c'est sacré, ça doit être silencieux. Mais ce n'est pas par rapport à leur téléphone. C'est pour vous donner une idée, pour visualiser l'addiction.
Hein? Comme il a dit là, on a l'impression que si on ne prend pas l'appel là, c'est tout qu'on va perdre, quoi. Bon, on va aller rapidement. Je vais vous donner... Dani, on peut éteindre une seconde, je vais montrer ça. Il y a la désintoxication organisée dans les pays occidentaux. Donc, on est loin de tout ce qu'il y a. Mais ce n'est pas en punition. On fait la promotion d'autres choses, de la lecture, de l'équitation, hein? Mais pas d'accès aux gadgets. Pendant 3 mois, pendant 6 mois, et petit à petit, on réintroduit. La première semaine, les gens ont mal à la tête, les gens sont énervés, les gens sont... C'est vraiment l'addiction, hein? Les gens ont peur. Puis petit à petit, on les amène à être plus relax, à faire autre chose, à faire la lecture, à monter sur les chevaux, à faire la natation. La deuxième semaine, on leur permet d'appeler maintenant à la maison une fois. Hein, WhatsApp et puis on éteint. On confisque petit à petit. Mais ce que j'ai lu comme rapport, c'est qu'il y a des récidivistes. C'est-à-dire il y a des gens qui sont abonnés au camp, quoi. C'est-à-dire ils sont... Chaque année, ils viennent parce qu'ils s'infectent tout de suite dès qu'ils repartent. Hein? Donc, il y a... La clé, c'est que c'est la volonté avant tout, c'est la vision, c'est la mission qu'on se donne personnellement pour passer sa journée. La journée d'aujourd'hui, là, en tant que citoyenne, quel est le but que je me fixe? Est-ce que je dois forcément passer Moi, je vois malheureusement, par exemple, des gens, beaucoup, on est en train d'étudier ça, mais on n'a pas de façon formelle. Mais de façon informelle, quand je parle à des gens, que ce soit les mères ou certaines filles, on voit qu'il y a des divorces parce que ce sont des gens qui se sont rencontrés sur le net. Se marient et puis ça ne va pas. On est en train de numériser ou bien rendre digital les rencontres, rendre virtuelles les rencontres qui doivent se faire, prendre son temps. Et malheureusement, le numérique n'arrange pas pour beaucoup de cas. Et quand je dis, par exemple, que le Mali-Kura, c'est la citoyenneté, donc c'est le lien entre le numérique et la vie politique, c'est déjà bien connaître tous les documents, que ce soit le cadre stratégique des réformes, que nous puissions télécharger ces documents-là sans avoir eu la chance d'être membre des commissions de réforme, que nous puissions télécharger la Constitution, la nouvelle Constitution du Mali, la 4e République, pour le lire, et pour la lire, ainsi de suite. On a la chance de mettre le contenu à cette notion de Mali-Kura qu'on entend tout le temps. Les journalistes, les politiciens, les gens parlent de Mali-Kura, on se dit, ah, en tant que citoyenne, tout court, je veux comprendre ce Mali-Kura. Je veux savoir qu'est-ce que je peux faire. Ma citoyenneté numérique me permet, je n'ai pas le temps,
ou peut-être mon âge ne me permet pas d'être dans des commissions où je n'ai pas le temps en tant qu'étudiant et étudiant, mais je peux prendre le temps de connaître tout ce qu'on, l'architecture de mon avenir en tant que jeune du Mali qu'on est en train de préparer pour nous. Hein? Donc, c'est une bonne chose. Et quand j'ai dit, il faut qu'on adosse, il faut que beaucoup de lois, de documents que l'on fait, que ça soit numérisé, que ça soit disponible en ligne pour l'individu lambda, que les gens de la diaspora, d'autres puissent avoir accès à tout ça et qu'on puisse s'approprier de la dynamique de changement en cours dans notre pays. J'ai un peu dépassé mon temps. Ah, mais c'est très bien. Donc, avant d'utiliser ces 15 minutes pour les questions et réponses, j'ai une question pour vous. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui n'a rien compris de ce que j'ai dit? Non, 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 mais sincèrement. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui ont été confused? On applaudit d'abord, non? J'ai induit certaines personnes en erreur par certaines explications. Je peux dire que j'ai parlé à cette grande salle et tout le monde a compris. Je peux oser dire ça, mais merci beaucoup, merci pour votre écoute. Maintenant, si vous avez des questions, mais surtout des observations et des commentaires, je vous écoute. Si vous avez des anecdotes, hein, vraiment, pour que moi aussi j'apprenne quelque chose avec vous, qui veut raconter une histoire d'addiction ou bien de succès à travers le numérique ou bien hein, sa citoyenneté renforcée, comment? S'il vous plaît. Oui, oui. Concernant les réseaux sociaux, TikTok et puis avec les séries et les séries films, Oui. je commencerai par les séries. Moi, je suis tellement pour les films, séries, que c'est pas possible. Tous ceux qui sortaient, moi, je disais qu'il fallait la première année de la vie. Alors que j'étais étudiante, je suis étudiante, je suis à la fin. Par finisse, au début, je disais que j'allais regarder 2 épisodes et ça n'allait pas bien. J'avais passé toute la nuit à être éveillée pour regarder cette série et tout à la fin de la série. Le lendemain, il fallait que je me réveille, que je parte à l'école aussi. J'ai voulu, je ne pouvais même pas suivre le correctement. Donc, il fallait que je dorme et mon esprit avait besoin de ça. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on m'a, le jour de l'examen, là, j'ai dit, waouh. J'ai passé tout mon temps sur les films et puis je mettais mes apprentissages là où là, jusqu'au fur et à mesure. Et l'examen est si proche que je n'ai pas eu le temps de l'écouter ni d'apprendre quelque chose. Ouais. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je laisse tout pour me mettre à l'étude. Et j'ai mis mes ordinateurs de côté. J'ai donné à quelqu'un pour le garder parce que je savais que si je l'avais, j'allais continuer à l'étude. Donc, je me suis mis à apprendre, mais le mal était déjà fait, puisque en un si peu de temps, on va apprendre toutes les matières et l'examen était proche. Et malgré que je me suis efforcée d'apprendre le peu que j'ai pu faire, je suis partie en session à la moitié des matières en première année. Donc, ça m'a donné une idée comme quoi il faut jamais, il y a un temps pour tout. Et aussi, si vous voulez vous amuser, peut-être le
Ok. Et laissez jamais votre étude de côté pour vivre à votre divertissement. Parce que les gens qui ont réalisé ces films et ces séries, c'est leur travail de tête. Et si vous, dans l'avenir, vous laissez votre étude à profit de ces différents films et séries, autre chose, c'est dans votre désavantage. Parce que vous n'allez pas étudier, et ces séries existeront de jour en jour et ça ne va jamais disparaître. Merci. Et c'est vous aussi qui seront. Et vous allez lancer les programmes. Donc, ce que je retiens, c'est que vous avez eu une aventure numérique et vous avez eu des leçons apprises. C'est la bonne chose. Moi, j'ai deux anecdotes. Hein. Il y a l'un qui est personnel, l'autre qui est d'ordre, je ne sais pas. Et je commence par le personnel. En tant que consultante, nous travaillons avec des délais. Il y a toujours des délais. Donc, je me suis rendu compte que je traîne. En ce moment, le pays était chaud. C'était au moment des M5 et RFP. Je ne voulais rien rater. Finalement, en tant que personne qui connaît son mal, j'ai dit, il faut que je pense aux mécanismes pour me protéger. Comment est-ce que je peux me protéger? J'ai commencé par dire à mon fils, s'il te plaît, efface de mon ordinateur, de mon smartphone, là, les liens et tout, je veux rien. Ne laisse que RFI, laisse que seulement ça. Ça a marché pour ce délai qu'il fallait résoudre, le problème de délai à résoudre. Puis après, le pays était chaud, j'ai commencé encore à écouter, il y a beaucoup de vidéos et tout. Donc, j'ai vu que ça interférait. Les mécanismes que j'avais trouvés, c'est soit les effacer ou bien me donner des heures. Avant certaines heures, je ne touche pas à mon téléphone. Ou bien je laisse le téléphone à l'étage, moi je suis en bas, donc je ne suis pas en contact avec mon téléphone. Pour vous dire qu'au niveau individuel, on peut faire ses propres garde-fous. Hein? On peut s'autodiscipliner sans se priver, mais on peut doser. Maintenant, l'autre exemple, c'est par rapport c'est au niveau national. Là, je ne sais même pas comment dire, mais si je peux dire ainsi, l'affaire Kidal est devenue nationale, est devenue la passion de tout le monde. Mais grâce au numérique, les vidéomans qui nous font suivre presque en direct, ou bien qui nous font miroiter des choses qui ne se passent pas réellement, mais toujours est-il qu'à cause de notre accès au numérique, il y a le patriotisme qui s'est renforcé autour de la montée en puissance de l'armée. Et comme on est dans la thématique citoyenneté, j'ose dire que ça a renforcé notre citoyenneté autour de ce grand défi de Kidal. Et le feedback, ça a été que l'armée aussi s'est sentie renforcée par sa population. Nous, on s'est sentis informés et même en capacité, on a senti comme on peut donner à travers nos commentaires nos idées et tout. Donc, pour cet exemple précis, je peux dire qu'on a mis à profit le numérique pour galvaniser nos efforts et réveiller notre soif d'État souverain, mais aussi de citoyens actifs, même si en présentiel, on ne faisait pas beaucoup, hein, mais on avait l'impression qu'on faisait quelque chose pour notre pays, qu'on supportait notre armée, plus à travers ça qu'à travers l'ORTM et le journal Parlé. Donc, on n'a pas le temps pour que quelqu'un d'autre donne son exemple, mais c'est pour dire que ce n'est pas du tout mauvais ou du tout bon. Et qu'on doit avoir notre propre mission personnelle, notre vision du pays, notre vision de notre citoyenneté quand on a affaire avec
le cyberespace parce qu'on est inondé de gadgets, on est happé par la diversité et de tout ce qu'on nous offre. À nous maintenant de dire non pour certaines choses. Quand je mange, je ne prends pas le téléphone. Hein? Quand il y a des gens chez moi, pas de téléphone. À telle heure, bon, pas de téléphone dans la chambre à coucher, pas de télé dans la chambre à coucher. Il faut qu'on fasse nous-mêmes notre garde-fou. Je vous remercie, c'était un plaisir immense. Remercions beaucoup Sadi pour la clarté de l'exposé, son approche pédagogique. Elle nous a comme ça entraîné petit à petit, elle est partie de la citoyenneté basique, elle nous a amené dans le monde, elle nous a amené comme ça dans son monde numérique. Et ben, j'espère qu'au sortir de ce cours, on va tous être des cyber-citoyens actifs. Voilà, on a eu pas mal d'éléments, ça a découlé aussi sur le genre. Effectivement, les femmes, bien qu'elles soient souvent actrices ou acteurs ou auteurs, elles sont aussi pour la plupart victimes, n'est-ce pas? Donc, elle a parlé aussi de la fracture numérique. Cette fracture numérique, ça ne soit pas possible beaucoup plus. Les femmes